Toi, as-tu une histoire à propos? J'essaie de réfléchir. C'est une histoire de nos tournois de golf. Je sais que nous, il y a une couple d'années, il faisait tirer un gros cadeau, un voyage de 5 000 $. Puis à la fin, je ne sais pas qu'on a fait notre tirage, mais ça a donné qu'il y avait comme 2 finalistes. J'ai décidé de finir la compétition entre les 2 finalistes, que lui qui allait gagner le 5 000, c'était un concours de roche-papier-ciseaux. OK. Puis, je pense qu'il y a eu de la tricherie dans ce concours. Je confirme. Parce que la personne qui jouait, son ciseau, il l'a mis dans son dos, mais il était déjà en position ciseau. Puis il y a quelqu'un derrière qui a vu qu'elle allait sortir le ciseau. Puis il a averti l'autre, « Hey, c'est le ciseau qui s'en vient. » Fait qu'il a perdu à cause de ça. OK. Mais ça, c'est-tu éthique? Ou c'est lui qui n'aurait pas dû mettre un ciseau dans son dos? Non, mais là, on s'est souvent posé la question, c'est-tu la faute du gars qui ne sait pas jouer à roche-papier-ciseaux? Parce que jamais tu dois mettre ton signe déjà d'avance dans ton dos. Mais ça, tu le sors en dernière minute. Là. L'entente était que si la personne gagnait, ça, c'est autre chose. Partageait le voyage à 4 au foursome. Oui. Et finalement, la personne a décidé de garder le voyage pour Au complet. Ouais. En plus. Ben, ça aussi, c'est un autre règlement. Là. Si tu es dans un quatuor et tu achètes des tickets en gang pour les tirages, tu partages tout ce que tu as. Ah! Merci d'être de retour pour un épisode de La Belle et la Bête, un podcast réalisé par GSC. Moi, c'est Kathleen, la Belle. Aujourd'hui, ma bête est Marc-André. Salut Marc. Salut Kat, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, content d'être de retour. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, on reçoit une partenaire qui est avec nous depuis plusieurs années, que tu connais très bien, Geneviève Morin. Bonjour Geneviève. Bonjour à vous deux. Bonjour Geneviève. Geneviève de Assurance MP2B. Exactement. Précise. Oui, Assurance MP2B qui est vice-présidente chez MP2B. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important que les entrepreneurs en construction ne veulent pas nécessairement payer pour ce service-là, voient pas l'importance de payer pour une assurance responsabilité. Mais tout d'abord, on va commencer avec ton parcours chez MP2B. Où est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure-là? Là? Génial. Ben, merci de m'avoir invité. Moi, j'adore oui, ça fait plaisir. Tu commences, dans le fond, peut-être juste à introduire un peu que MP2B, on a invité Geneviève MP2B parce que tu es partenaire de GSC depuis... 2007, je sais même plus, 2017, c'est ça, 7-8 ans. Oui. Parce que tu es l'experte pour tout ce qui touche les assurances de dommages pour nos entrepreneurs, justement. C'est pour ça qu'on a fait notre partenariat. Assurance de dommages, cautionnement aussi, qu'on fournit Exactement. avec votre regroupement, le cautionnement de licence. Donc, un peu pour me présenter, ça fait, moi, bientôt 25 ans que je suis dans l'industrie. Commencé très, très jeune. Parcours un peu atypique parce qu'en assurance, c'est un peu ça. On dit toujours qu'on y tombe par hasard, on y reste par amour. Fait que c'est un peu le cheminement de tous et chacun est différent en assurance. Il n'y a pas de formation dirigée en assurance au niveau de l'université ou du cégep. C'est plus des techniques ou des AEC. Fait que moi, je suis à Québec. J'ai étudié en actuariat. J'aimais pas ça. OK, actuaire, tu veux. Oui, définitivement. Ça, c'est palpitant, là, l'actuariat. Je n'ai pas fini, par exemple. J'avais trop de relationnel pour rester dans ce créneau-là qui est un peu plus de la donnée puis des statistiques. Que c'est un assureur, à ce temps-là, j'avais un oncle qui travaillait chez un assureur qui était AXA à l'époque, qui est venu me chercher avec une tête chercheuse, puis il m'a rentré à 19 ans chez AXA. Puis, je suis restée là, je suis jamais sortie. J'ai terminé finalement un bac en administration des affaires. Puis après ça, petit train va loin, j'ai fait un début de carrière tout du côté cautionnement chez les assureurs. Donc, AXA et Jeffco, les 2 gros assureurs avec lesquels j'ai travaillé. Puis, en 2013, mon ami Mathieu Brunet, qui est le fils du fondateur d'MP2B, me parlait beaucoup de son cabinet. C'était un cabinet MP2B que ça va faire 31 ans à Laval, cabinet familial, fondé par 2 frères. Puis avant ça s'appelait Assurtech. Puis c'était le grand-père à Mathieu qui avait fondé ça. Donc, il me parlait beaucoup de son cabinet. On faisait affaire avec eux chez Jeffco. Fait qu'en catimini, je négociais avec Alain Messier, qui était le M de MP2B, pendant un an de temps. Puis je suis rentrée chez MP2B sans que Mathieu le sache. Puis en 2013. Puis, je me rappelle quand je t'ai rencontré, c'était ça qui était impressionnant. Tu étais quand même assez jeune là, pour être propriétaire de ta propre agence. Ça, moi, ça m'avait impressionné. Là. Je ne sais pas quel âge tu avais, puis je ne sais pas plus quel âge que tu as aujourd'hui, mais c'était quand même pas très vieille. Là. On a racheté MP2B en 2016.
Puis on est 4 associés maintenant. Puis à 30 ans, j'ai fait le saut. Là. En 2016, Qui est quand même jeune. Il me semble Oui. dans l'assurance, tu as tout le temps l'impression que c'est des vieux bonhommes aux cheveux gris là, qui gèrent ces boîtes-là. faut C'est pour ça que ça démystifier ça, parce qu'on a souvent l'image du vendeur d'assurance avec sa mallette brune, un peu comme les comptables. Là. Exact. Mais c'est beaucoup plus dynamique que ça maintenant, l'assurance. Puis c'est facile aussi de verbaliser puis de dire on va essayer d'expliquer ça maintenant avec des mots plus simples puis de faire comprendre aux gens parce que c'est des nécessités. Tu sais, on couvre, oui, notre responsabilité, nos biens, notre patrimoine avec ça, ces polices d'assurance-là. Fait que c'est important. Je pense que c'est une des affaires qui fait que ça a marché, nous deux. Nous aussi, notre entreprise, on était jeunes parmi les associations d'entrepreneurs que nous autres aussi, on détonnait des autres. Là, on était pas mal plus proactifs, une jeune équipe. Puis toi aussi, tu es arrivé avec ton équipe, vous étiez jeune. Ça a vraiment fait un bon match, honnêtement. Là. Oui, définitivement. On dit des fois qu'on a des coups de foudre en affaires, là. Ben, ça en a été un. Moi, c'est pas juste en affaires que j'ai un coup de foudre. Que je l'ai jamais dit, là. Ça me faire. Là, on dit aujourd'hui. T'es rouge. C'est sûr, effectivement. Mais ouais, fait que c'est un peu ça, le cheminement. Puis depuis ce temps-là, depuis 2016, ça va faire, on fête les 10 ans en 2026 qu'on est propriétaires les 4, puis qu'on a le vent dans les voiles. MP2B, quand on a pris les rênes en 2016, c'était 34 millions de volume, puis là, on va finir l'année autour de 75 millions de volume. Oh, félicitations. Ouais, même, hein? c'est une belle réussite québécoise, la Valois. Même nous, dans notre partenariat, ça a augmenté beaucoup tout le volume qu'on a avec GSC puis MP2B. C'est impressionnant, honnêtement. Là. Ça montre comment vous êtes apprécié. Là, puis c'est bien content. Fait que ça montre un peu ton parcours puis MP2B. C'est nous, c'est ça. Puis là, on est une équipe de 70 employés, donc on a une belle gang en arrière de moi. Tu sais, oui, c'est Mathieu et moi, les visages, Mathieu Brunet puis moi. Mais nous, on travaille en équipe. Puis justement, dédié à GSC, il y a à peu près une dizaine de personnes au cabinet là, qui s'occupent de votre gang. Service et surtout, impeccable. quand on demande une soumission, la soumission, elle n'arrive pas 2 jours plus tard. Dans la même journée, on a souvent la soumission pour plusieurs c'est typique choses. de notre clientèle, dont moi, je suis comme ça, mais même notre clientèle de construction, c'est maintenant. Là. Tu veux des prix, tu veux de l'information. Chez le concessionnaire, ça oui, c'est ça, exactement. À Marc-André? Exactement. Mais ça prend ce genre de service-là pour ce genre de clientèle-là. Exact. C'est toujours la dernière affaire à laquelle on pense. Ben oui, le char, tu le magasines depuis des mois, puis tu le sais que tu veux, puis là, tu mets des équipements dessus, puis là, tu arrives chez le concessionnaire pour signer une preuve d'assurance. Tout à fait. Ça arrive. On va rentrer dans le sujet quand même immédiatement. On ne perdra pas de temps. Il y a le cautionnement de licence puis l'assurance responsabilité. On n'ira pas avec le cautionnement de licence parce que les entrepreneurs en construction savent que quand ils vont chercher la licence RBQ, ils sont obligés d'avoir le cautionnement de licence. Je voulais plus creuser au niveau de l'assurance responsabilité parce que c'est quelque chose que, un peu comme l'assurance invalidité, etc., les gens... Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent pas, puis ils négligent, puis ils pensent que c'est une dépense inutile. Fait que si tu peux nous expliquer, en fait, en premier lieu, l'assurance responsabilité sert à quoi dans les termes pour que les gens comprennent et non comme les anciens messieurs avec la petite valise brune, là. Parfait. Ça me fait plaisir. D'un, c'est bon que tu aies adressé un peu le point du cautionnement de licence parce qu'il y en a qui le mélangent. Exact. Qui pensent que leur cautionnement de licence de 20 000 ou de 40 000 couvre leur responsabilité. Totalement faux. C'est pas une police d'assurance. Fait qu'il faut pas prétendre que vu qu'ils ont le cautionnement de licence à la RBQ, ils sont couverts si jamais il arrive quelque chose au niveau d'accident ou d'incident dans lesquels ils sont impliqués. Fait que ça, c'est la première affaire. Oui, puis à 90%, comme tu dis, les gens pensent que... Moi, je le vois dans mes formations. Quand je donne des formations, tout le monde pense toujours que le cautionnement, ça les protège déjà. Puis il faut que je leur réexplique que non. Exact. Puis l'importance d'avoir justement ce minimum d'assurance-là là, que tu vas justement expliquer à quoi ça sert. Là. Fait que la base, c'est vraiment la responsabilité civile, comme tu le mentionnais, Kathleen, parce que ça protège l'entreprise pour tous les dommages causés à des tiers, donc à d'autres personnes. Donc, si au niveau au Québec, le corporel le blesse, si on blesse quelqu'un, ça, c'est la CNSST, c'est d'autres choses. On parle plus de dommages matériels au bien des autres personnes. Okay? Fait que la responsabilité civile va couvrir ça. Fait que c'est très important dès qu'on est en opération, qu'on a des activités dans notre compagnie, de mettre en place cette police-là, parce qu'il peut arriver toutes sortes d'incidents, d'accidents, responsables, non responsables, hein?
même si on n'est pas responsable, on peut se faire poursuivre pour un incident qui est arrivé sur les lieux dans lesquels on était impliqués, qu'on travaillait, mais que c'est peut-être pas nous physiquement qui a causé les dommages, mais il peut y avoir des dommages collatéraux qu'on appelle donc des poursuites en groupe, puis dans lesquelles il va falloir que notre assureur responsabilité nous défende. Fait que c'est important de mettre en place cette police-là, la responsabilité civile générale. Maintenant, on recommande des limites de 2 millions minimum. Exact. Parce que c'est quelque chose qui va vite. On travaille oui, peut-être que notre portion de contrat à nous représente 20 000, 40 000 de travaux, mais on peut travailler dans un immeuble qui en vaut 2, 3, 4, 5 millions. Il va de plus en plus cher, les buildings, ça va vite à cette heure. Exactement. Puis si on cause un incendie, un dommage par l'eau, si on cause quelque chose à la bâtisse, qui ne sont pas l'endroit où on travaille, mais que la bâtisse au complet passe au feu, ben c'est notre police responsabilité civile qui va répondre. OK. Exact. Fait que c'est super important et concret d'avoir ça. Ça couvre tous les contrats qu'on exécute dans l'année. Puis c'est pas très coûteux du sens où la prime va être en conséquence de ton chiffre d'affaires évalué pour la prochaine année. Puis des types de travaux que tu fais. Puis des types de travaux que tu fais. Il y a des travaux plus dangereux que d'autres. C'est Exact. un risque. Je te vois venir, là. Comme un gars de Parce que ça aussi, on m'en reparle tout le temps. Là. Les plombiers, ça coûte cher. Les plombiers, Voitures, les installateurs de gicleurs. On a aussi tout ce qui fait de l'après-sinistre. Dès qu'on est dans de la décontamination, de la démolition, on touche à des... Là, ça explose. Ça explose. C'est incroyable, hein? Puis, c'est pas nécessairement des polices qui sont accessibles au départ. Fait que c'est très important quand on démarre une entreprise en construction de se cibler un marché puis de penser à ces choses-là. Parce qu'exemple, si on décide d'un matin moi, je vais faire de la toiture élastomère, puis moi, faire de l'application de chaleur, puis de la toiture de tôle, mais je vais faire pas plus que 500 000 de chiffre d'affaires, ben ça fonctionnera pas. L'assurance va coûter trop cher. L'assurance, on est dans des primes minimum de 25 à 35 000. Fait que pense un peu à tes profits puis à ton volume en conséquence si c'est vraiment un secteur d'activité que tu veux développer. Exact. Toiture de bardeau, on peut s'en sortir. Tout à fait. Moi, je comprends. Ça, c'est beaucoup moins coûteux. C'est ça que le monde souvent ne comprenne pas, mais je pense que c'est tous des points analysés qui ne pensent pas au départ. C'est pour ça que c'est important que tu sois là justement pour nous expliquer ça. Là. Définitivement. Mais je ramène un point. Tu me parlais de corporel, ça ne couvre pas, mais du corporel que tu ferais à d'autres gens. Moi, j'installe des panneaux d'acier. Le vent fait voler un panneau d'acier, ça tombe sur la tête d'un passant. Le passant va te poursuivre. Puis là, c'est mon assurance. Ça, c'est ton assurance responsabilité. OK, parfait. Oui, d'ailleurs, c'est très, très bien de le préciser parce que les dommages corporels à tes employés, tout ça, là, on parle de CNSST. Tout à fait. Les dommages corporels à des personnes. Des passants ou whatever. Des passants. Effectivement, on a l'exemple là, qu'on discutait, Catherine et moi, tantôt. Là, si vous êtes responsable de la sécurité, exemple, les clôtures ou de faire le ménage sur un chantier extérieur. Toute la protection du chantier, là, tu vas mettre la clôture au d'autres chantiers. Un passant, soit en vélo, soit à pied, qui tombe, qui glisse, qui se blesse, ben ça peut faire partie des genres de poursuites qu'on peut avoir. Du même type, ben, c'est pas dans un chantier de construction, mais quelqu'un vient chez nous, glisse dans mes marches, se pète la gueule, il pourrait me poursuivre techniquement. Puis là, c'est mon assurance responsabilité qui va répondre. Effectivement. Ouais. Parce que c'est pas des dommages à toi-même, c'est pas des dommages à tes biens. Il faut toujours garder en tête que la responsabilité civile, c'est pour tous les dommages causés à d'autres personnes ou à d'autres biens. Hein? Exact. Puis tu avais vraiment un exemple concret tantôt pour qu'on parle un peu de chiffres d'une histoire qui est arrivée, un fait vécu qui est arrivé de quelqu'un justement qui passait en vélo sur un chantier d'un client qui est tombé dans un trou, qui avait pas le cône qu'il fallait, qui avait pas la protection autour du trou, elle est en vélo. Là, ça a donné que c'était une dentiste qui pratiquait son cabinet, tout ça, se casse un poignet, pas capable de pratiquer, arrête sa profession à 30 quelqu'un. Fait qu'elle a poursuivi mon client pour plusieurs millions de dollars, puis l'assureur a indemnisé. Parce qu'elle a tout calculé l'argent qu'elle a perdu. Qu'elle perdrait éventuellement, elle aurait continué d'opérer son cabinet. Fait que ça va loin, hein? Ça va loin. Une chose, par exemple, pas aussi pire qu'aux États-Unis. Hein, de ce que je comprends, là, on entend souvent des histoires d'horreur aux États-Unis, comment ça poursuit pour tout puis pour rien. Là. Je pense que c'est un peu moins sévère, mais c'est quand même important, il faut avoir ces genres de protection. Il faut l'avoir en tête parce que, tu sais,
peu importe qui peut avoir une idée puis te mettre en demeure puis vouloir te poursuivre sans avoir les bonnes raisons puis sans nécessairement que ça se finisse par un règlement ou un paiement. Mais il y a toujours des frais de défense puis des réponses qui doivent être produites. Là. Fait que c'est important d'avoir au minimum cette protection-là là, qui est vraiment la base de la responsabilité civile générale qui peut être de des limites de 1, 2, 5, 10 millions. Il n'y a pas de... Est-ce que toi, tu vois une augmentation de ce côté-là où ce que les gens, justement, poursuivent personnellement un entrepreneur pour la responsabilité parce qu'ils se sont blessés, etc.? Est-ce qu'il y a une augmentation ou... Je te dirais non, il n'y a pas de... Souvent, en fait, c'est que c'est des... Tu sais, on est toujours responsable le plombier. Je ne sais pas pourquoi, là. Souvent, dans les tours à condos, c'est tout le temps de la faute du plombier, là. Mais parce que souvent, c'est les dommages par l'eau qui coulent. Dommages par l'eau qui coulent. Quand l'eau rentre, on se demande tout le temps. Ouais, on dit d'où ça vient. Ça vient-tu de la toiture ou ça vient d'un fitting de plomberie qui n'a pas fonctionné? Fait que ce qu'on voit plus, c'est les gens vont être portés à réclamer sur des plus gros montants. Okay. Fait que des petites poursuites, maintenant, les petites créances, c'est rendu 15 000. Les assureurs s'en mêlent pas sur ces poursuites-là. Ils vont t'aider dans ta défense, mais c'est toi qui va falloir qu'ils se présentent aux petites créances. Fait que, on voit plus des litiges et des poursuites d'ampleur. Puis il faut toujours garder en tête que sur une police d'assurance responsabilité civile, il y a toujours une franchise qui s'applique. Donc, que tu sois responsable ou pas... tu payes le premier 1000 ou 5000. 5000, 1000, 2500, peu importe. Fait qu'il faut garder en tête, est-ce que ça vaut la peine de le rapporter ou pas? Est-ce que je le gère par moi-même, cette mise en demeure-là, ou je la rapporte à mes assureurs? C'est comme n'importe quelle assurance, si tu réclames trop souvent, ça va finir par te barrer partout. Là. Exactement, parce que l'assurance, c'est basé sur deux choses. C'est la fréquence puis l'ampleur des sinistres. C'est sûr que si à chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, au même principe en assurance automobile, si tu es rendu au 3e pare-brise que tu réclames, on s'est fait du vélo, là. Ou paye-les toi-même, ton pare-brise. Oui, c'est ça. Exactement, là, parce que faut moi, ce que je dis, c'est qu'il faut protéger son dossier de réclamation. Fait qu'il faut décider à quel moment j'embarque ou j'embarque pas. Mais en responsabilité, c'est sûr qu'on a toujours le réflexe de plus le déclarer que pas le déclarer parce que des fois, ça peut prendre de l'ampleur. On pense qu'il y a eu un dégât d'eau, ça a juste coulé 10 minutes dans le plafond, mais au final, ça va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars parce qu'il y a eu de la moisissure qui s'est accumulée, on a ouvert le mur, il y a eu de l'électricité qui ne fonctionne plus, blablabla. Pour localiser les locataires ailleurs, il y a plein de choses. Fait que dans le doute, on rapporte. Puis au pire, on ferme la réclamation sans paiement. On dit, OK, ça s'est réglé, parfait, on n'implique plus l'assureur. Est-ce que ça fait quand même une tâche au dossier? S'il n'y a pas eu d'indemnité. Même si c'est fermé? Oui, c'est ça. S'il n'y a pas eu d'indemnité versée par l'assureur, puis si on a les bons détails au dossier et tout, ben, c'est des choses qui affectent beaucoup moins le dossier d'assurance pour les renouvellements. Parce que ça, c'est quand même une question. Tu dis, OK, est-ce que j'appelle mon assureur? Si je l'appelle, mais je ne réclame pas, je vais-tu quand même avoir quelque chose qui va apparaître dans le dossier? Puis ça va impacter mes primes pour les prochaines années? Fait que la réponse, c'est non. La réponse, c'est beaucoup moins. C'est ça. J'imagine, si tu appelles à chaque semaine, ils vont dire il ne sait pas travailler. Là, à un moment donné, chaque semaine, il arrive un dégât. Là. Puis, nous, on est toujours dans le principe de bonne foi, d'agir de bonne foi. Fait que mentir à un assureur, c'est pas une bonne idée. Faire ce qu'on appelle des déclarations mensongères. Donc, exemple, quand nous, un client nous appelle, parce qu'on pose à peu près, quand un membre GRC nous appelle, quand ça cadre dans le programme, honnêtement, là, 7 à 10 minutes, la soumission est faite, on sait où on s'en va et tout, puis on pose une dizaine de questions, puis c'est sûr que la question la plus importante, c'est le chiffre d'affaires prévu. Puis souvent, les gens, là, je suis dans ma première année d'opération, je ne sais pas combien de volume je vais faire. Faut demeurer conservateur, parce que c'est sûr, comme je vous expliquais, la prime va être en conséquence, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut se coller un peu sa réalité. Exact. Si tu as l'intention de faire 1 million, viens me déclarer 100 000 de recettes, parce que l'année d'après, si l'assureur... Mais j'imagine, si tu prévoyais juste 100 000, mais que ça explose, tu peux rappeler ton assureur puis rajuster tes prévisions. C'est ça. Fait que c'est ça. À chaque année, au renouvellement, on repose la question. Qu'est-ce que tu as fait l'année dernière comme volume? Qu'est-ce que tu prévois l'année suivante? Justement, tout le monde le pose la question. Nous donner une idée, ça coûte combien une assurance? Tu dis minimum, c'est 2 millions que le monde va les prendre présentement sur le marché. Ouais. Nous, on a un programme spécial, mais combien ça peut valoir à peu près une assurance de 2 millions pour un entrepreneur en construction?
Si on reste dans les métiers plus les plus fréquents, non à risque de finition, porte fenêtre, revêtement extérieur. Qui fait de la traîneau, qui fait pas du commercial en 4 étages et plus. Bon, on reste dans du standard. Là. Juste une police de responsabilité civile sur un chiffre d'affaires de 500 000 et le moins, on est en bas de 1 000 par année. Fait que c'est pas très dispendieux pour la protection que ça t'apporte. C'est pour ça qu'on dit que c'est un must là, de ne pas passer à côté de ça. Là. Pas du tout dispendieux pour tout ce que ça peut t'apporter éventuellement dans un cas. Il y a trop que ça peut t'éviter. Là. Oui, puis tu sais, il faut penser que ça couvre les cas majeurs. Hein. Fait que, exactement. Comme tu mentionnais, on n'ira pas réclamer chaque petit incident qui se passe. On peut en gérer par nous-mêmes. Mais c'est sûr que dans le doute, on appelle un courtier, on discute, puis on rapporte. En bas de 1000. Mais pour faire la différence... Un plombier, lui, ça peut aller chercher des combien? On ne peut pas faire peur aux futurs entrepreneurs de plombier. Vous pouvez sortir des compagnies de plomberie. Il y a des solutions. Là, c'est du cas par cas. Là. Ouais. Les plus chérants, c'est les toitures. Là, comme je te parlais tantôt, c'est du 25 à 35 000 sur une compagnie qui démarre dès qu'on est dans de l'application. Qui démarre. Dès qu'on est dans de l'application de chaleur. Plombier, il y a quand même des programmes qui existent avec la Corporation des maîtres de sauteur. Donc, tu sais, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, mais on est plus autour de 4-5 000 là, dans la première année d'opération. Quand on est en dessous. C'est vraiment des toits, 20, 25, 30 000. 25-30 000 dès qu'on est dans de l'application de chaleur. Tu sais, on va faire de la membrane élastomère en application. Comme tu dis, tu ne pars pas ça pour faire juste une coupe de job-in dans le fin de semaine, là, sinon ça ne va jamais arriver. Là. C'est ça. Ouais. Quand même, intéressant. J'avais une note, parce que je donnais une formation hier, puis le monde m'a reposé cette question-là, justement. Oui. Il me demandait, parce qu'il dit, est-ce qu'il y a une assurance, que je leur parlais d'assurance responsabilité, l'importance d'en avoir une. Il dit, on peut avoir une assurance qui va venir couvrir si on a mal fait certains travaux. Moi, j'ai construit 25 maisons, puis j'ai mal exécuté certains travaux, puis là, ça coûte des prix de fou à réparer tout ça. Y a-t-il une assurance qui existe pour protéger ma mauvaise exécution de travaux? C'était pas de mauvaise foi que j'ai fait ça, mais je me suis trompé, j'ai mal fait la job, puis là, ça coûte cher. Là. Ouais. Existe-t-il quelque chose pour ça? J'aimerais ça te dire oui. Non, moi, je connais la réponse. C'est juste parce que le monde, il me la pose souvent, le monde, justement, cette question-là. On avait ça genre d'assurance contre l'incompétence. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler. C'est ça. De la négligence et de l'incompétence, ça se couvre pas vraiment. OK, c'est ça. Moi, j'aime ça. J'utilise beaucoup le terme cabochon. Là. Si tu as fait le cabochon, tu vas vivre les conséquences. Là. Mais je te dirais qu'il y a quand même une protection qui s'appelle malfaçon, contrefaçon qui existe dans les polices. Okay. Exemple, tu es un applicateur cimentier, puis tu n'as pas pris la bonne recette dans ton ciment, puis ça ne tient pas. Tu as fait le mauvais mélange, puis après un an, le client rappelle parce que tout son béton est en train de se dégrader. Bien, si tu as cette petite avenant-là de malfaçon, contrefaçon, ça pourrait couvrir la reprise des travaux. Okay. La reprise des travaux. Qui veut dire quoi, la reprise des travaux? Ce que ça coûte de refaire les travaux. C'est ça, OK. Mais pas le matériel. Mais pas le bien en dessous, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, mettons, moi, je suis un bricoleur. Ouais. J'ai fait depuis un an 200 murs de briques. Puis je me suis fourré là, à chaque fois le mortier que j'ai utilisé. Là, j'ai pas pris le bon. Là. Ils ont tous crissé à la terre, les murs de briques. La bonne couleur. Ça, la bonne couleur, ils ne paieront pas ça. Oui, c'est ça, pas mauvaise couleur. C'est plutôt que ça a été mal fait avec le mauvais mortier. Fait que les murs de briques, il faut que je refasse les 100. C'est des milliers de dollars. Il y aurait peut-être une genre de... C'est de la malfaçon. C'est de la malfaçon, puis c'est de la contrefaçon. Il y a aussi le cautionnement de licence RBQ qui peut couvrir ça. Parce que si tu te fais poursuivre, ben là, il y a ça. C'est une mauvaise exécution ou une inexécution. Ben, le petit cautionnement de 40 000 peut... Mais couvre pas mes 100 murs, puis aussi, moi, je vais perdre mes licences. C'est ça. Là, c'est sûr que c'est pas le meilleur avenue. Est-ce que tu prends la licence automatique s'ils réclament le cautionnement de licence? Bien, si tu règles ton litige puis tu payes les indemnités, non. OK. Parce que le cautionnement n'est pas intervenu. C'est ça. Mais aussitôt que ça intervient le cautionnement de licence, automatiquement... Exact. En temps normal, à part peut-être qu'il y a des exceptions. Mais si tu es en faillite, si tu n'es plus capable d'indemniser le réclamant qui a raison puis qui obtient un jugement favorable envers lui, il faut quand même que votre client il ait été à court pour défendre son point puis qu'il gagne son jugement avant qu'il y ait quelque chose qui se paye. Là. Exact. Parce que souvent, justement, si on fait une petite parenthèse sur les cautionnements, le monde pense que le consommateur, demain matin, peut décider d'aller voir la RBQ et dire hey, je veux être dédommagé par le cautionnement sans avoir eu de jugement. C'est sûr que ça prend un jugement quelque part. La RBQ n'est pas là pour juger si le monde invente des histoires sur des travaux mal faits ou pas. Là. C'est ça. Mais pour la police d'assurance responsabilité, il y a un avenant qui existe, malfaçon, contrefaçon, qui couvre certaines choses.
mais pas l'incompétence. Grosso modo, c'est ça. L'incompétence ne peut pas être couverte par une assurance. Non, il y a les professionnels qui ont une protection qu'on appelle erreur et omission. Exact. Fait que les ingénieurs, les architectes, tous ceux qui sont membres d'un ordre quelconque, eux ont Eux ont le droit à l'erreur. Eux ont le droit de se tromper. OK. Oui, eux ont le droit à C'est l'erreur. spécial, ça, je le savais. Je savais qu'il y avait ça pour les ingénieurs, mais là, ça, tu me dis, mais il n'y a rien de comparable pour les entrepreneurs, par exemple. Non, parce qu'eux sont supposés exécuter selon plan de vie. Donc, ils Ouais. ne sont pas supposés prendre d'initiative, ils ne sont pas supposés faire de changements dans les travaux qui leur ont été imposés par des professionnels. Tu vois, ça, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que... Fait que si j'ai suivi les plans et devis de l'architecte et de l'ingénieur, Ouais. puis que les travaux sont mal faits, moi, j'ai quand même un recours Contre les contre les professionnels. professionnels. Fait Puis que eux ont une police qui ont une d'erreur. assurance qui vont pouvoir finalement venir dédommager. OK. Exact, erreur et omission. Au même principe que toi, si dans un cours, tu dis des conseils à tes élèves, puis que là, il y a un élève qui dit « Ouais, mais ça n'a pas fonctionné, j'ai coulé mon examen. » Ouais. Puis là, il te poursuit parce qu'il a coulé son examen. Tu pourrais être défendu dans ta police parce que toi, tu as une protection pour ça. Moi, j'en ai une. En Je tant savais qu'école même de pas que j'avais ça. OK. Toi aussi. Je peux commencer à dire n'importe quoi. C'est ça que je suis en train de me dire. Faire des promesses, dire n'importe quoi. J'étais bon, ça, dans les promesses dans le temps. J'en faisais des promesses que Tu j'étais. mets ton slogan 100% réussi. Ouais, non. Non, on peut pas aller là. Fait qu'en gros, Geneviève, quelqu'un qui, demain matin, a sa licence RBQ, qui veut commencer à exécuter des travaux, devrait déjà avoir une police d'assurance responsabilité active, comme le cautionnement qui a déjà été activé avant même d'avoir la licence RBQ. Fait que peux-tu juste nous résumer un peu le processus que l'entrepreneur devrait faire, le parcours qu'il devrait suivre, en fait, pour son assurance responsabilité pour être bien assuré sur son chantier, là? Puis le bon timing aussi. Oui, exact. Parce que, tu sais, je trouve que votre gang, vos membres, là, sont très bien coachés par vous, vos formateurs, parce qu'ils nous appellent d'avance. Puis ça, c'est un bon réflexe pour savoir combien ça coûte. Puis nous, on est capable de les enligner en fonction de leur plan de match, de dire, ben c'est peut-être pas nécessaire que tu la mettes en vigueur maintenant, ta police, mais au moins, tu es au fait. La soumission, elle est prête. Okay. Elle est complétée dans notre système. Puis c'est le moment qu'il faut mettre la police en vigueur de responsabilité civile, c'est le moment où il y a un contrat qui est signé. OK. Ouais. Fait que tant qu'il n'a pas commencé à travailler, disons qu'il y a la licence RBQ, mais qu'il ne commence pas à soumissionner avant 6 mois, puis qu'il n'a pas décroché le contrat, si je comprends bien, parce qu'il peut soumissionner sans avoir décroché le contrat pendant cette période-là, pas nécessairement obligatoire d'avoir l'assurance responsabilité. Non, parce que tu n'as pas de lien contractuel qui est lié à un tiers, tu n'exécutes pas de travaux. Fait que, tu es dans une période de démarrage. Donc, tant aussi longtemps que tes activités ne sont pas on, là, mais c'est pas au début des travaux. Quand un contrat est signé. Ça, c'est vraiment important parce que dès que tu es lié contractuellement à un client, ben, tu peux avoir des obligations, puis il peut arriver des choses que la responsabilité civile peut défendre, même s'il n'y a pas de travaux physiques qui sont exécutés. Fait que ça, c'est une chose. Mais le plus tôt que plus tard, parce que dès que nous, on fait la soumission dans notre système, ben, au minimum, nous, on a juste à la mettre en vigueur. Tandis que si tu commences un contrat lundi matin, tu as signé quelque chose, puis tu nous appelles vendredi, puis il faut mettre une police en vigueur, c'est sûr comme que quand c'est t'es chez le rushant. concessionnaire en train d'acheter le truck. C'est exactement le même principe. Fait que c'est un peu rushant. Un peu d'avance. Oui, puis nous, les cabinets, malheureusement, on travaille avec des assureurs qui sont pas directs. Fait que c'est fermé les fins de semaine, contrairement à les assureurs directs. Fait que, tu sais, faut garder en tête là, que nous, là, c'est du 8 à 4,5. Là. Fait que soir et fin de semaine, si vous nous appelez, ça va nous faire plaisir de prendre votre message le lendemain matin. Ça, ce que ça m'amène une question, par exemple, quand tu dis y aller d'avance, c'est toujours mieux. Là. Mais ça, je ne sais pas si c'est nouveau, ça a toujours été. Mais l'entrepreneur qui veut avoir son assurance responsabilité, mais qui n'a pas sa licence RBQ, tu n'as pas de licence, tu ne peux pas avoir l'assurance. À cette heure, c'est même une loi, puis c'est final, c'est impossible d'avoir une. Avant, ça se faisait-tu quand même? Puis là, Puis là, la deuxième question par rapport à ça, je peux quand même déjà commencer à me faire des prix puis faire mes démarches, même si je n'ai pas encore ma licence, pour avoir mes assurances responsabilité? L'assureur va le mettre conditionnel à l'émission de la police. Fait que c'est sûr que si c'est dans un secteur réglementé par la régie, que la licence est obligatoire pour opérer, l'assureur va le demander. Par contre, il y a des secteurs d'activité où tu n'as pas besoin de licence. Déneigement, terrasse, paysagement, tout ça. Fait que ça, les assureurs le savent, ces secteurs d'activité-là. Fait qu'ils peuvent mettre en vigueur des polices sans nécessairement... Parce que souvent, ça arrive dans ces secteurs d'activité-là
que tu vas chercher une pelle. Tu vas te chercher une Kubota, puis là, tu sais, t'as pas encore ta licence, puis là, tu veux opérer, tu veux juste tester ta pelle, aller chez ton ami, faire une tranchée ou quoi que ce soit pour l'aider sur de l'aqueduc. Ben, on va être capable d'assurer la pelle, puis on va être capable d'assurer les activités parce que c'est pas une obligation dans ce secteur-là d'avoir la licence. Mais dans les secteurs réglementés, oui, c'est avant de mettre une police. Fait que pour être concret, là, mettons, là, parce qu'on a une grosse controverse là-dessus, les hommes à tout faire. Les hommes à tout faire qui vont chez la personne âgée qui veut faire repeinturer, etc. Lui, sans licence RBQ, parce que les hommes à tout faire pensent qu'ils n'ont pas besoin de licence RBQ alors que c'est obligatoire lorsque tu te mets à soumissionner et facturer pour des travaux de rénovation, de construction. Lui ne pourra pas aller chercher d'assurance responsabilité sans licence RBQ. Exact. Fait que c'est clair. C'est clair. Très, très clair. Très, très clair. C'est très, très clair, sauf qu'on sait que la plupart des hommes à tout faire Ils sont pas assurés. Ils sont pas assurés et ils n'ont même pas de licence. Fait que c'est pas les gars qui suivent plus les règles. Même si on est une compagnie enregistrée, puis qu'on travaille à l'heure, souvent on se dit, ben là, moi, je fais de la sous-traitance pour quelqu'un d'autre, puis je fais juste facturer en temps matériel ou je facture. Non, t'es Prends une licence pareil. un travailleur autonome. Ça prend une licence, ça prend de l'assurance, tu factures à quelqu'un des heures. Fait que tu es exposé si tu causes des dommages. Exactement. C'est très important. Si t'aimes ce que t'entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Bon, ben là, pour notre dernier segment, Geneviève, on appelle ce segment-là Dans nos bottes à cap. C'est plus un segment plus léger où est-ce qu'on peut parler un petit peu d'autres sujets. Puis j'avais pensé parler avec toi, vu que je sais que tu adores le golf. Oui. C'était justement votre tournoi de golf de MP2B hier. Je ne sais pas c'était quelle édition. C'était la 17e, je crois, édition qui a été initiée justement par Pierre-Marc initialement, le fondateur d'MP2B. Au départ, c'était la grosse affaire, un peu comme vous organisez le 18 trous avec l'organisation. Depuis la pandémie, on a restreint ça à 10 Tu as changé la formule. Hein? J'avais aimé ça. J'étais allé une ou deux fois. Là, on a c'est à Laval, hein? C'est au Golfe Ismer, oui. On s'est promené beaucoup, un peu comme vous autres. On essaie des choses. Okay. Mais de post-pandémie, on s'est dit, on ramène ça à 9 trous, c'est plus simple. Tu sais jouer, tu sais pas jouer, tu viens. C'est pour une fondation de la Cité de la Santé. Fait que c'est sûr que nous autres, tous les fonds ont été remis à eux hier. On a ramassé 20 000 $. Ça s'est bien passé. Ouais. Justement, je l'ai manqué. J'avais acheté mon foursome, puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je donne une formation. Fait qu'il a fallu que je donne mes billets à des amis. Ouais. Mon DG est allé avec mes amis à moi, fait qu'ils m'ont appelé pour me niaiser que c'était bien le fun de la journée pendant que moi j'étais au bureau. J'ai super bien apprécié. Oh, il a fait beau en plus. Puis en plus, je pense qu'ils ont même gagné Oui, ils ont gagné un prix, oui, exactement. Fait que je pense que tu devrais leur réclamer, Marc-André. Justement, je veux savoir si c'est moi qui ai payé le foursome, mes amis sont allés à ma place puis ils ont gagné le prix, est-ce que ça devrait me revenir? Définitivement. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est ça. Je dirais qu'il y a des choses, des fois, là, un peu comme vous allez en organiser un bientôt, un tournoi de golf, c'est pour ça que ça va être votre combien de temps? 11e édition. On a plus commencé en même temps, ça, mais c'est de la job, hein, pareil, l'organisation de tournoi de golf. Hein, sauf que c'est pour les bonnes raisons. Exact. Hein? On met notre temps au bon endroit. Ouais. Puis c'est drôle aussi de rappeler un peu aux gens que ça prend là, comme éthique sur un terrain de golf, parce qu'on veut pas un terrain de golf, là, ça demeure très conservateur comme endroit. Là. 100%. Puis les membres d'un terrain de golf ont des attentes. Fait que quand vous faites inviter un tournoi de golf, il y a des choses aussi auxquelles il faut penser, que ce soit de mettre un polo qui fait du sens. Hein? Ouais. Pas de jeans. Puis de le garder. Moi, j'ai déjà vu dans mes premières éditions de tournoi de golf, le monde était rendu en bédaine, en chest, quasiment en train de jouer au golf. Fait qu'il faut leur rappeler qu'il y a certaines règles. Il y a certaines règles. On ramasse sa motte quand on ne sait pas jouer et qu'on fait de l'excavation. Des fois, le monde exagère un peu avec l'alcool au soleil. Ouais. Ça, je pense de plus en plus, on a eu l'expérience que sont de plus en plus un petit peu changement de mentalité, les golfeurs là-dessus. Je pense même que j'ai entendu dire que même de plus en plus, ils font des tournois sans alcool. Là, c'est comme rendu une nouvelle norme. Là. C'est pas tout le monde qui va être content d'entendre ça, là, mais c'est vraiment un autre milieu. C'est aussi, tout le monde repart après. Hein? Fait que, faut être vigilant. Il faut être compliqué, c'est ça, exactement. Je pense que ça amène aussi pour la réseautique, pour faire du réseautage, je veux dire, c'est plus agréable quand même là, que ça puisse être un peu plus. C'est le respect aussi des membres du terrain qui, eux, investissent. Bon, je vais pas prêcher pour ma paroisse. Là. Moi, je suis membre dans un terrain quand même haut de gamme sur la Rive-Nord. Puis, on a beaucoup de tournois, nous. C'est un
T'as un terrain que lundi, mardi, c'est fermé, puis c'est des tournois, justement, de construction, puis d'assurance, puis là, on avait les anciens Canadiens, puis ces affaires-là. Puis quand t'es pas golfeur, puis que tu maganes le terrain de membres qui ont investi beaucoup, ben c'est sûr que les membres vont se plaindre parce que eux ils payent à l'année, puis moi, je suis rendue, je veux jouer 100 games cet été, ben ça me fait suer d'arriver le mercredi, puis de voir mes verres maganés, puis mes allées toutes pleines de mottes qui traînent partout, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est juste... Si vous n'êtes pas joueur, allez-y pareil, c'est agréable. C'est des Vegas, les tournois. Exact. Fait que t'as pas besoin d'être bon joueur. Si t'es capable de jouer au mini-pot, tu peux te débrouiller. Mais juste respecter un peu l'éthique. Toi, as-tu une histoire à propos? J'essaie de réfléchir. C'est une histoire de nos tournois de golf. On parlait de cadeaux qui ont été gagnés, moi, par mes chums que j'ai envoyés, qui ont gagné un cadeau qu'ils devraient me remettre. Oui. Mais je sais que nous, il y a une couple d'années, on faisait tirer un gros cadeau. Je pense que c'était un voyage dans le sud, un voyage de 5 000 $. Puis à la fin, je ne sais pas qu'on a fait notre tirage, mais ça a donné qu'il y avait comme 2 finalistes. Puis là, j'ai décidé... De les faire aller ensemble? Non. Ça aurait été drôle. J'ai décidé de finir la compétition entre les 2 finalistes, que lui qui allait gagner le 5 000, c'était un concours de roche-papier-ciseaux. OK. Puis, je pense qu'il y a eu de la tricherie dans ce concours. Je confirme. Parce que la personne qui jouait... son ciseau, il l'a mis dans son dos, mais il était déjà en position ciseau. Puis il y a quelqu'un derrière qui a vu qu'il allait sortir le ciseau. Puis il a averti l'autre. Hey, c'est le ciseau qui s'en vient. Fait qu'il a perdu à cause de ça. OK. Mais ça, c'est-tu éthique? Ou c'est lui qui n'aurait pas dû mettre un ciseau dans son dos? Non, mais là, on s'est souvent posé la question, c'est-tu la faute du gars qui ne sait pas jouer à roche-papier-ciseaux? Parce que jamais tu dois mettre ton signe déjà d'avance dans ton Mais dos. pas juste ça, tu le sors en dernière minute. Là. L'entente était que si la personne gagnait, ça, c'est autre chose. partageait le voyage à 4 au foursome. Ouais. Et finalement, la personne a décidé de garder le voyage pour Au lui. complet. En Ouais. plus. Ben, ça aussi, c'est un autre règlement. Là. Si tu es dans un quatuor puis que tu achètes des tickets en gang pour les tirages, tu partages tout ce que tu gagnes. Exact. Ah, Ça a fait Moi, quasiment c'est de la chicane de foursome. Là. Il a décidé de non, il garde ça pour lui tout seul. Il est revenu sur ça se fait pas. puis Ça c'était se un fait prix de pas. 5 000 $. Quand même. Puis il avait gagné en trichant. En plus, Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personnes-là? on y envoie une mise en demeure. Bon, ben, on va informer les membres qui peuvent envoyer une mise en demeure aux membres qui ont gagné. Toi, c'est quelque chose qui te revient en tête? Non, là, comme je disais, c'est moi, cette journée-là, c'est plus de le contrôle. Justement, là, j'ai les marshals qui m'avisent quand il y a des affaires cocasses ou qui sont limite legit qui se passent sur un tournoi de golf. Fait que cette journée-là, j'en vois de toutes sortes, mais je dirais comme toi qu'avec les années, les gens boivent plus modérément. Puis en plus, je tiens, nous, à spécifier que tous les événements qu'on fait, on est abonné avec .08. Donc, tous nos événements qu'on fait, .08 couvre nos événements. Donc, il y a toujours un taxi à 2 têtes qui est là pour accompagner chaque personne là, qui abuse. Exact. Ou même pas sans abuser. Des fois, tu as bu juste un verre de trop. On prend plus de devant. risques, c'est ça. Fait qu'on prend plus de risques au volant. Donc ça, j'étais assez fière parce que ça responsabilise la personne. Puis en même temps, de notre côté, je me dis, on a tout fait en sorte pour que les choses soient là puis que tout le monde arrive à bon port en santé puis en vie. Donc, je vais finir en conclusion. Geneviève, premièrement, te remercier d'avoir participé à notre épisode de La Belle et la Bête. Et surtout, j'espère que ça a été clair pour les gens de ne pas passer à côté d'une assurance responsabilité. Ça pourrait coûter cher si quelqu'un se blesse ou qu'il arrive un dégât sur un chantier. Et je vais en profiter pour dire qu'on a une entente avec toi. L'association GSC a une entente pour les membres GSC. Donc, ont un rabais spécial lorsqu'ils font affaire pour l'assurance responsabilité. Un package, comment... On a des prix de groupe, Ouais, pas du volume. Là. On aimerait un programme ça, spécial. Un service, on a, nous, on a comme une red line là, chez nous. Quand c'est des gens de GSC, là, il y a un processus qui s'enclenche, puis il faut qu'il soit rappelé, puis il faut qu'il soit servi très rapidement. Là. Exactement. Puis ça, je te remercie beaucoup là, pour ce service-là. Donc, en conclusion, n'oubliez pas, l'assurance responsabilité, c'est quelque chose de primordial que vous devez avoir lorsque vous partez une entreprise dans la construction. Merci à vous d'avoir assisté à notre épisode La Belle et la Bête de la construction. Pour ne pas manquer notre prochain épisode de La Belle et la Bête de la construction, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. La Belle et la Bête, un podcast réalisé par GSC et produit par Olivier Gédé.